Bonjour et bienvenue sur ACI Podcast, un podcast pour comprendre le vivant autrement. Moi c'est Béatrice, créatrice de ACI. Bienvenue dans mon univers. Imaginez une arche de pierre, une de ces arches que les bâtisseurs romains maîtrisaient à la perfection, une courbe parfaite, des blocs de pierre qui s'appuient les uns sur les autres, qui se compriment mutuellement et tiennent ensemble sans mortier. Une arche qui peut porter le poids des siècles. Au sommet de cette arche, il y a une pierre particulière, une pierre en forme de coin, légèrement plus grande que les autres, qui occupe le point central de la courbe. On l'appelle la clé de voûte. Retirez-la et toute l'arche s'effondre. Pas progressivement, pas partiellement, complètement. Les autres pierres qui tenaient grâce à elle perdent leur équilibre et tombent. En 1969, un écologue américain nommé Robert Penn a utilisé cette image pour décrire quelque chose qu'il venait de découvrir dans les bassins tidaux de la côte du Pacifique. Quelque chose qui allait changer pour toujours la façon dont les biologistes comprennent les écosystèmes. Il l'a appelée une espèce keystone, une espèce clé de voûte. Bienvenue dans l'épisode 10 d'Acili. Aujourd'hui, on fait un pas en arrière, on sort des détails fascinants de chaque cascade, les loups, les baleines, les loutres, les mangroves, pour nommer le concept qui les unit tous. Comprendre ce qu'est vraiment une espèce keystone, pourquoi ce concept a révolutionné l'écologie, et pourquoi il est au cœur de tout ce qu'on a exploré dans cette série. Pour comprendre ce qu'est une espèce keystone, il faut commencer par l'expérience qui a tout déclenché. Et cette expérience est dans sa conception d'une élégance remarquable. Nous sommes en 1963. Robert Penn, jeune écologue à l'université de Washington, observe les bassins tidaux de Muco Bay, sur la côte nord-ouest du Pacifique. Ces zones intertidales, découvertes à marée basse, immergées à marée haute, abritent une communauté d'une richesse étonnante. Moules, anatifs, patelles, oursins, algues, anémones de mer. Et au sommet de cette communauté, un prédateur. L'étoile de mer ocre, Pisaster ocraceus. Penn fait quelque chose de simple et de radical. Il retire l'étoile de mer de la zone. Méthodiquement, systématiquement, il ramasse chaque pisaster qu'il trouve et le lance dans la mer au-delà de la zone d'étude et il observe ce qu'il se passe. Les résultats sont spectaculaires et inattendus. Sans étoiles de mer pour les prédater, les moules prolifèrent. Elles colonisent tout l'espace disponible bord à bord, couche après couche. Et cette colonisation exclut toutes les autres espèces. Les algues, les anatifs, les patelles, les anémones. La diversité de la zone qui comptait 15 espèces tombe à 8 en moins d'un an. Une zone intertidale riche et diverse s'est transformée en monoculture de moules. Et pourtant, Pisaster ocraceus n'était pas l'espèce la plus abondante de la zone. Pas la plus grande, pas celle qui représentait la plus grande biomasse, c'était simplement celle dont la présence ou l'absence déterminait la structure de toute la communauté. Penn publie ses résultats en 1966, puis en 1969. Et dans ce second article, il utilise pour la première fois le terme qu'il avait emprunté à l'architecture, Keystone Species, l'espèce clé de voûte, celle dont on ne voit l'importance que quand on la retire, quand tout s'effondre. Avant Penn, les écologistes pensaient que chaque espèce avait un rôle plus ou moins équivalent dans le fonctionnement d'un écosystème. Après Penn, il fallait accepter une réalité plus complexe et plus inconfortable. Certaines espèces comptent infiniment plus que d'autres. Et leur importance n'est pas proportionnelle à leur abondance. Voilà donc ce qu'est une espèce keystone. Une espèce qui exerce sur son écosystème un effet disproportionné par rapport à sa taille ou à son abondance. Une espèce dont la présence maintient la structure et la diversité de l'écosystème, et dont l'absence déclenche une cascade de transformations qui peuvent mener à l'effondrement. Ce qui est crucial dans cette définition, c'est le mot disproportionné. Une espèce keystone n'est pas simplement une espèce importante. C'est une espèce dont l'importance dépasse de loin ce qu'on attendrait d'elle en termes de biomasse ou d'abondance. L'étoile de mer de Penn ne représentait qu'une petite fraction de la biomasse totale de la zone intertidale, et pourtant, c'est elle qui déterminait l'existence de toutes les autres. Les espèces keystone peuvent jouer plusieurs rôles différents dans leurs écosystèmes. Elles peuvent être des prédateurs qui régulent les populations de leurs proies, c'est le cas de Pisaster, du loup de Yellowstone ou de la loutre de mer. Elles peuvent être des ingénieurs écosystémiques, des espèces qui modifient physiquement leur environnement, créant des habitats pour d'autres espèces. Elles peuvent être des espèces mutualistes,
dont les interactions avec d'autres espèces sont essentielles à la survie de ces dernières, ou des sources de nourriture critiques des espèces dont les ressources alimentaires sont tellement importantes que leur disparition affame des dizaines d'autres espèces. Intéressons-nous maintenant à ces différentes catégories. Nous allons commencer par les prédateurs keystones. Dans cette série, on a déjà rencontré plusieurs prédateurs keystones, des espèces dont le rôle de prédateur régule des cascades entières. Le loup de Yellowstone en est l'exemple le plus célèbre. Nous l'avons vu dans l'épisode 6, 14 individus réintroduits et c'est tout un écosystème qui se transforme. Les wapitis modifient leur comportement, la végétation riveraine se régénère, les rivières changent de forme, un prédateur, une cascade qui traverse tout l'écosystème. La loutre de mer dans les forêts de kelp du Pacifique, un mammifère de 40 kg dont la disparition transforme des forêts sous-marines luxuriantes en déserts d'oursins, dont le retour les régénère. Episaster ocraceus, l'étoile de mer de Penn, peut être l'exemple le plus pur dans sa simplicité expérimentale. Une espèce retirée, une communauté effondrée. Une espèce remise en place, une communauté qui se reconstruit. Ces 3 exemples illustrent quelque chose d'essentiel. Les prédateurs au sommet des chaînes alimentaires ont souvent un effet keystone précisément parce qu'ils régulent les populations des espèces qui, sans contrôle, domineraient et excluraient toutes les autres. Mais les espèces keystone ne sont pas toutes des prédateurs. Certaines sont ce qu'on appelle des ingénieurs écosystémiques, des espèces qui modifient physiquement leur environnement de façon à créer ou maintenir des habitats pour d'autres espèces. L'exemple le plus spectaculaire est peut-être l'éléphant d'Afrique. Les éléphants transforment leur habitat d'une façon que peu d'autres espèces peuvent égaler. En Afrique orientale et australe, ils abattent des arbres, arrachent des buissons, créent des clairières dans des savanes. Ce qui pourrait sembler destructeur est en réalité fondamental. Ces clairières permettent à l'herbe de pousser, créant des zones ouvertes où les zèbres, les gnous, les antilopes peuvent paître. Sans éléphants, la savane se ferme progressivement. Les arbustes et les arbres colonisent les espaces ouverts, et les grandes plaines herbeuses qui abritent des milliers d'espèces des grands mammifères rétrécissent et disparaissent. En période de sécheresse, les éléphants utilisent leur défense pour creuser jusqu'à l'eau souterraine, créant des points d'eau qui peuvent sauver des dizaines d'espèces incapables de creuser aussi profond. Leurs excréments dispersent des milliers de graines sur des kilomètres. Ils sont parmi les plus grands disperseurs de graines du continent africain, contribuant activement à la régénération des forêts. Une étude publiée dans Écosystème a montré que les éléphants des forêts africaines contribuent à maintenir l'équilibre entre forêt et savane, en consommant préférentiellement les plantes à croissance rapide dans les zones ouvertes. Ils facilitent la séquestration du carbone atmosphérique par les arbres des forêts denses qui les entourent. Et comme pour le loup de Yellowstone, la disparition des éléphants déclenche une cascade silencieuse. Les savanes se ferment, les plaines herbeuses rétrécissent, les points d'eau disparaissent, et avec eux des dizaines d'espèces qui en dépendaient. Jusqu'ici, nous avons parlé d'animaux, mais les espèces keystone ne sont pas toutes des animaux. Certaines plantes jouent ce rôle, et les ficus en sont l'exemple le plus frappant. Le genre Ficus regroupe plus de 750 espèces réparties dans toutes les grandes forêts tropicales du monde. Parmi elles, les ficus étrangleurs, ces arbres qui germent dans les branches d'un arbre hôte, font descendre leurs racines vers le sol et finissent par envelopper complètement leur support, parfois jusqu'à l'étouffer. Une stratégie de croissance radicale qui leur permet d'atteindre la canopée sans passer par l'obscurité du sol forestier. Ces ficus nourrissent collectivement plus de 1200 espèces distinctes d'oiseaux et de mammifères. Des perroquets, des calaos, des toucans, des singes, des chauves-souris frugivores, des centaines d'espèces dépendent de leurs fruits comme source d'alimentation majeure. Ce qui rend les ficus irremplaçables, c'est leur calendrier. Contrairement à la plupart des arbres fruticoles, ils fructifient de façon synchronisée et saisonnière. Les ficus produisent des fruits en contre-saison, quand la majorité des autres plantes ne produisent rien. Ils sont la ressource alimentaire de sécurité de la forêt tropicale, la nourriture de dernier recours quand tout le reste manque. Et voilà le fait le plus vertigineux. Sans ficus, de nombreuses espèces d'oiseaux et de mammifères frugivores ne pourraient pas traverser les périodes de disette. Ces espèces disparaissent localement, et avec elles tous les services qu'elles rendent à la forêt. La dispersion des graines de centaines d'autres espèces végétales. Car les oiseaux et les mammifères qui se nourrissent de fruits de ficus dispersent aussi, dans leurs excréments, les graines de toutes les autres plantes qu'ils consomment. Supprimez les ficus, et vous déclenchez une cascade qui s'étend jusqu'à la régénération de la forêt entière. Une plante, des centaines de dépendances, une cascade qui traverse tout l'écosystème.
Mais voilà où il faut être honnête. Depuis l'expérience fondatrice de Penn en 1966, le concept d'espèce keystone a connu un succès considérable, peut-être trop considérable. Plus de 50 ans après, des centaines d'espèces ont été déclarées keystone dans leurs écosystèmes respectifs. Des loups aux lions, des éléphants aux figuiers, des loutres de mer aux requins, la liste ne cesse de s'allonger. Et des écologistes se posent une question légitime. Si tout le monde est keystone, personne ne l'est vraiment. Le problème est réel. Le terme a parfois été appliqué de façon trop large à des espèces dont l'effet disproportionné sur l'écosystème n'a pas été rigoureusement démontré. L'expérience de Penn, retirer une espèce et mesurer l'effet est difficile à reproduire à grande échelle dans des écosystèmes complexes comme une savane africaine ou une forêt tropicale. On ne peut pas retirer les éléphants d'une savane pour voir ce qui se passe. On ne peut pas observer des écosystèmes où ils ont disparu et comparer. Ce que la communauté scientifique s'accorde à dire aujourd'hui, le concept reste utile et valide, mais il doit être appliqué avec rigueur. Toutes les espèces ne sont pas keystone. Certaines le sont clairement. Leur rôle disproportionné a été démontré expérimentalement ou par des observations solides. D'autres ont été déclarées keystone par enthousiasme, sans la rigueur nécessaire. Et peut-être que la vraie leçon n'est pas de savoir exactement combien d'espèces sont keystone, c'est de comprendre que dans tous ces écosystèmes, certaines interactions sont plus critiques que d'autres, que la disparition de certaines espèces déclenche des cascades que d'autres ne déclencheraient pas, et que notre incapacité à prédire lesquelles, avant qu'elles ne disparaissent, devrait nous inviter à une humilité profonde face à nos interventions dans le vivant. En 5 épisodes, nous avons traversé des forêts tempérées, des océans profonds, des côtes rocheuses du Pacifique, des forêts de mangroves. Nous avons rencontré des loups, des baleines, des loutres, des palétuviers, des étoiles de mer, des éléphants ou des figuiers. Et à chaque fois, la même vérité s'est imposée. Les écosystèmes ne sont pas des sommes d'espèces indépendantes. Ce sont des réseaux d'interaction, et dans ces réseaux, certains nœuds sont critiques. Leur disparition déstabilise tout le réseau, parfois irrémédiablement. Ce que le concept d'espèce keystone nous dit, au fond, c'est que la diversité biologique n'est pas seulement une question de nombre d'espèces. C'est une question de structure, d'interaction, de qui dépend de qui et comment. Et que cette structure invisible, silencieuse, construite sur des millions d'années d'évolution, peut s'effondrer beaucoup plus vite qu'elle ne s'est construite. Nous avons retiré des espèces clés de voûte, parfois par ignorance, parfois par intérêt économique, parfois en pensant bien faire. Et les arches ont commencé à trembler. La bonne nouvelle, c'est que nous savons maintenant les remettre en place. Pas toujours, pas facilement, mais parfois. Il y a une image que je veux vous laisser en sortant de cet épisode. Robert Penn, sur la côte de Muco Bay, dans les années 60, un homme seul sur les rochers à marée basse, qui ramasse des étoiles de mer une par une et les jette dans la mer. Un geste simple, presque enfantin, et qui va déclencher une révolution dans notre compréhension du vivant. Quelques décennies plus tard, ses élèves et les élèves de ses élèves ont appliqué ce qu'il avait découvert à des écosystèmes entiers. Des loups réintroduits dans un parc national, des loutres de mer protégées par un traité international, des projets de restauration de mangroves sur des milliers de kilomètres de côte. Penn est mort en 2016, mais l'idée qu'il a eue en regardant ces étoiles de mer est vivante partout où des êtres humains essaient de comprendre et de réparer ce que nous avons cassé dans le vivant. C'est sur cette idée qu'on terminera la semaine prochaine. Comment, armés de ces connaissances sur les cascades trophiques et les espèces keystone, des humains à travers le monde essaient de rendre la nature à elle-même. Le rewilding, l'épisode de conclusion de cette série. La semaine prochaine, on termine cette série avec l'épisode sur le rewilding, ces grands projets de réensauvagement qui essaient, partout dans le monde, de mettre en place les clés de voûte que nous avons retirées. Un épisode qui finit sur l'espoir. Comme d'habitude, pour les plus curieux d'entre vous, vous retrouverez en bio dans la description les articles scientifiques qui m'ont permis de faire cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts. Il y a des merveilles partout qui n'attendent que vous.